Plus de 15 000 fiertés françaises que rien ne pourra arrêter. Il fallait, mes amis, cette démonstration de force pour faire entendre la voix des militants de la France. Il fallait cette voix puissante, votre voix, pour qu'elle se propage à travers tout le pays. Elle va amplifier la campagne que j'ai engagée. Elle va toucher ces millions de Français qui attendent le sursaut. Il fallait, mes amis, ce rassemblement populaire pour rappeler à ceux qui nous jugent et à ceux qui nous attaquent de quel bois nous sommes faits. Je veux que nos adversaires vous entendent. Je veux qu'ils vous respectent. Je veux que votre clameur franchisse les murs de cette salle. Haussez le ton, haussez la voix, qu'ils comprennent que rien ne peut stopper un peuple qui se dresse pour sa fierté. Je viens de loin et on ne m'intimidera pas. J'avais 26 ans, j'étais inconnu. C'était une élection cantonale en 1981 au mois de février. Au petit matin, je prenais ma voiture qui toussait au démarrage pour aller coller mes affiches et pour sonner à la porte des maisons. Parfois, on me fermait la porte au nez. Souvent, on m'offrait du café dans la cuisine, avec un peu de goutte, comme c'est toujours le cas dans la Sarthe. La politique, c'est un long chemin. C'est un chemin rude. Dès le début, Pénélope est à mes côtés. Elle est à mes côtés avec discrétion, avec dévouement. J'ai construit mon parcours avec elle. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. À 3 mois de l'élection présidentielle, comme par hasard, on construit un scandale. À travers Pénélope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Pour résister à cette entreprise de démolition, je vous dis du fond du cœur, merci d'être là, merci d'être avec moi, merci d'être avec nous. Mes amis, j'aime la France et j'aime les Français. J'en ai croisé des visages et je n'ai rien oublié. Je n'ai pas oublié les mots courageux de ces agriculteurs qui travaillent 70 heures par semaine
pour moins de 800 € par mois quand ça n'est pas pour emprunter à la banque l'argent qui leur permettra de se nourrir. J'ai en mémoire le témoignage de cet officier français en mission au Sahel qui racontait comment sa compagnie avait reconstruit l'école détruite du village. Ça tirait dans tous les coins, mais pour cet officier de français, pas de village sans école. J'ai rencontré plusieurs fois ces dernières semaines des membres d'Emmaüs. Mes parents en étaient. La générosité et l'humilité de ces bénévoles est une leçon. J'ai vu tant d'entrepreneurs créatifs, tant de salariés, tant de fonctionnaires dévoués, tant de chercheurs étonnés qu'il m'est insupportable d'entendre dire que la France est fichue, qu'elle n'a pas d'autre avenir que le revenu universel. Le vent des globes, cher à Bruno Retailleau. Cette course du monde à la voile en solitaire s'est conclue par la victoire d'un marin français, Armel Lecléache. Son exploit nous donne le goût de l'aventure et du dépassement de soi. Paris est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Je vote pour l'enthousiasme et je dis à nos handballeurs qui vont bientôt débuter leur finale, cap sur la victoire. Les Français sont formidables. Et le jour où la bureaucratie arrêtera de les emmerder, ils le seront encore beaucoup plus. Et puis, il y a eu sur mon chemin des instants qui ne s'oublient jamais, jamais. Le camp d'Auschwitz, aux côtés de Simone Veil. Nous étions tous les deux. Et Simone, qui m'avait pris par la main, me murmurait ce qu'elle avait vécu à 16 ans dans cet enfer. Je ne peux pas l'évoquer sans laisser monter l'immense émotion qui était en moi. Cette visite aussi du cimetière de Verdun, parmi ces milliers de croix blanches, chaque croix porte un nom, chaque nom parle d'une vie donnée à la France. Les Français sont-ils prisonniers de leur mémoire? Non, ils ne le sont pas. Je veux bien au contraire qu'ils en soient les gardiens. Ils n'ont pas à rougir de leur histoire, il n'y a pas à s'excuser d'avoir eu des héros et d'être depuis 1000 ans une grande nation qui inspire le monde. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour la France. Je ne suis pas un produit marketing. Ma parole n'est pas soufflée par le microcosme. Elle me vient de tous les Français qui m'ont fait partager leurs difficultés et leurs espoirs. J'ai ressenti leur peur du déclassement. Je suis porté par leur énergie, par leur désir de justice. Je veux incarner la fierté d'une nation qui ne se laisse pas abattre. Je m'adresse à tous les Français. Il n'y a pas un peuple de droite contre un peuple de gauche. Il n'y a qu'un peuple, le peuple français, capable de toutes les grandeurs, à condition qu'on lui dise la vérité et qu'on lui fixe des buts clairs et justes. Je veux convaincre la jeunesse que l'audace du changement est en nous. Elle n'est pas chez les défenseurs du système. Elle n'est pas chez ces utopistes qui rêvent l'impossible pour ne jamais avoir à construire le possible. Je veux encourager les entrepreneurs, redonner confiance aux agriculteurs et au monde rural qui ne sont pas les derniers vestiges d'un monde disparu. Je veux entendre la voix des Outre-mer qui réclament respect et progrès.
Ils sont une part infiniment précieuse de la France dans son étonnante diversité. Je veux parler aux Français de l'étranger, qui sont souvent les meilleurs défenseurs de notre culture et de notre savoir-faire. Je veux convaincre les ouvriers que la compétitivité est la clé de leurs emplois et de leur pouvoir d'achat. Je veux réveiller la vocation des fonctionnaires, des policiers, des enseignants, des infirmières qui servent le bien public. Je veux être aux côtés des familles qui sont le creuset de la France, qui veut de l'éducation, de l'autorité et du travail pour ses enfants. Je veux parler pour les chômeurs, pour les sans grade, pour les sans carnet d'adresse, pour les courageux, pour tous ceux pour qui le changement est une opportunité pour casser le plafond de verre qui fige leur destin. Je m'adresse aux abstentionnistes qui s'abstiennent parce que rien ne change. Je m'adresse aux électeurs du Front National qui pensent que tout est fichu. Je m'adresse aux électeurs socialistes qui se mordent les doigts. Je veux convaincre et je veux rassembler. On me décrit comme le représentant d'une France traditionnelle. Mais celui qui n'a pas de racines marche dans le vide. Je n'oublie pas ce que je suis et d'où je viens. Je ne renie rien de ce qu'on m'a transmis. Je ne renie rien de ce qui m'a fait, pas plus ma foi personnelle que mes engagements politiques. Mais je sais aussi que nous aurons besoin de tout le monde, qu'il me faudra être au service de tous, et croyez-moi, j'y suis prêt. Je récuse ces divisions inutiles dont s'abreuvent mes adversaires. N'opposons pas les riches aux pauvres, les entrepreneurs aux ouvriers, les croyants aux agnostiques, ceux qui ont choisi la France et ceux qui l'ont reçue en héritage. Je veux qu'on sache qu'une seule chose compte pour moi, sans considération d'origine, d'opinion, de religion, le désir de servir et de rendre à la France tout ce que nous avons reçu d'elle. Parce que nous sommes Français. Nous sommes tous Français. Parmi nos parents, certains n'ont jamais quitté leur village. D'autres viennent du bout du monde, mais nous partageons le même espoir, l'espoir d'une vie libre et d'une vie digne. Je ne cesserai jamais de vous parler de la France, de cette France que tous peuvent aimer, une France entière, fraternelle, universelle, particulière, mais toujours à reprendre, toujours à inventer, toujours à sauver. C'est la même France, du baptême de Clovis à la Déclaration des droits de l'homme. C'est la France des cathédrales et des barricades de Paris. C'est la France des rois et la France des sans-culottes. C'est la France de Chateaubriand et la France de Kessel. C'est la France de De Gaulle et c'est la France de Césaire. La France, mes amis, la France ne nous demande rien, mais nous lui devons tout. Pour la servir, nous aurons besoin de courage, nous aurons besoin de volonté, nous aurons besoin d'amitié, et rien de cela ne nous manque. Les défis que nous allons devoir affronter sont immenses. Que voyons-nous autour de nous? D'abord un pays défait, profondément défait, dans son image et dans l'estime qu'il a de lui-même. Nous voyons un pays plongé dans une crise morale sans précédent,
Nous voyons un pays sans chef. Nous voyons un pays rongé par le chômage, la précarité, accablé par une dette insoutenable. Un pays où l'on n'investit plus, un pays où l'on imagine à reculons. Nous voyons une classe politique effrayée à l'idée d'affronter le monde nouveau. C'est la révolution numérique qui va remodeler en profondeur nos sociétés, nos manières de vivre. Plutôt que de trembler devant cette révolution, il faut lui laisser sa chance, il faut la maîtriser au profit de tous. C'est la mutation écologique et l'incontestable réchauffement climatique qui met en péril notre planète. Avec responsabilité, avec des technologies nouvelles, on peut réagir et aller vers une énergie décarbonée. Et je veux dire à ce sujet solennellement devant vous aujourd'hui, tous les États qui chercheraient à rompre les accords de Paris sur le climat devront en rendre compte à l'humanité. Autour de nous, c'est aussi la pression d'un islam radical, expansionniste, qui défie notre civilisation. Ces fanatiques sont cruels. Leurs projets macabres nous rappellent ce que nous avions oublié. Nous avons des valeurs, et quand on a des valeurs, on les défend. Et puis, il y a l'Amérique de M. Trump, qui, semble-t-il, a décidé de faire céder quiconque ne se plierait pas à ses intérêts. Les Américains sont nos alliés, ce sont nos amis, mais la France n'est la vassale de personne et il est grand temps que l'Europe se réveille pour redevenir une puissance indépendante et souveraine. Ces défis sont gigantesques. Pour les traiter, la plupart des politiques feignent de croire qu'il suffira d'appliquer les recettes anciennes. Ne rien faire, mais avec des bons chargés de communication. Non, mes amis, pas de communication, pas d'échappatoire. Nous sommes 66 millions de Français dans un monde de 7 milliards d'habitants. Personne ne nous fera de cadeau. Notre seule marge de manœuvre réside dans notre capacité à nous rassembler, à travailler plus, à travailler tous, à nous saisir de toutes les potentialités scientifiques et technologiques dont l'esprit français est capable. Notre marge de manœuvre, elle est dans notre inflexible volonté d'être souverain, d'être écouté et d'être respecté de par le monde. Être à genoux ou debout, voilà la question. Eh bien, ma réponse à moi, elle est claire. Debout, toujours, à genoux, jamais. Je veux avec vous faire de la France une puissance gagnante. Je veux avec vous faire de la France la première puissance européenne d'ici 10 ans. Nous allons faire ce que nous n'osons pas faire depuis trop longtemps. Nous allons faire confiance à l'énergie française. Nous allons nous détacher de cette chape de plomb idéologique qui a piétiné le goût du travail, qui a piétiné la récompense du mérite, qui a piétiné ce qu'il y a de plus lumineux en nous, la liberté. Parce que la liberté, c'est le carburant des sociétés vivantes. Le temps est passé où l'État pouvait diriger le pays comme on le fait d'un régiment. Le devoir de l'État, c'est aujourd'hui de rendre les choses possibles, ce qui est très différent. Le monde vertical d'autrefois disparaît sous nos yeux. Un monde nouveau se dessine, fait de 1000 initiatives. Un monde où d'autres solidarités apparaissent. Un monde où la créativité est décisive. Si nombre de jeunes, d'étudiants, d'entrepreneurs, d'artisans baissent les bras ou s'expatrient, c'est parce qu'ils sentent que la France des rentes et des structures ne les aime pas et ne les comprend pas. C'est à cela que nous allons mettre fin ensemble.
Nous allons faire de notre pays celui de l'audace plutôt que celui de la bureaucratie. Le pays qui investit dans l'avenir plutôt que d'étouffer sous la dette. Le pays du dialogue social plutôt que celui des oukas syndicaux. Le pays des initiatives plutôt que des circulaires. D'une société où tout est nivelé, tout est figé, au nom d'un mirabilisme mou, nous passerons à une société d'engagés et d'engagement. Avec tous les Français qui veulent réussir, je fonce pour une France du plein emploi, une France productive. C'est ma priorité absolue. Il faut travailler tous pour produire plus et pour gagner plus. Et il faut en parallèle remettre nos finances publiques en ordre afin de mettre un terme au cercle vicieux, toujours plus de dépenses, donc toujours plus de déficit, donc toujours plus d'impôts et de charges. Je baisserai massivement les charges qui pèsent sur le coût du travail et sur la feuille de paie des Français. Le gain pour les salariés sera d'au moins 250 € par an et de plus de 500 € pour les couples qui travaillent. Je généraliserai la participation avec une priorité pour les salariés des petites entreprises. Je sortirai des 35 heures, sans démagogie, sans diktat, puisque je donnerai aux entreprises la liberté de négocier avec leurs salariés. Je généraliserai l'apprentissage qui doit devenir la première voie d'accès à l'emploi pour les jeunes. Je créerai le statut de travailleur indépendant. Je développerai le statut d'auto-entrepreneur. Je miserai à fond sur les technologies. Je ferai de la France un champion mondial de l'intelligence artificielle. Je réformerai l'assurance chômage. Oui, je veux libérer tous les secteurs qui ont été bloqués par le matraquage réglementaire et fiscal, l'agriculture, l'industrie, les services, la construction. Oui, mes amis, nous allons effectuer une marche de fond pour améliorer tous les facteurs de production, du travail à l'innovation, en passant par le financement. Oui, je veux plus de confiance dans ceux qui font tourner les moteurs de l'économie nationale. Oui, je préfère valoriser les investisseurs français plutôt que de ramper devant les fonds de pension étrangers et ceux des pays soupçonnés d'aider les totalitaires islamiques. La meilleure politique sociale, c'est celle qui donne du boulot. Je veux agir pour les jeunes qui se cassent les dents sur la rigidité du Code du travail. Je veux agir pour les ouvriers qui préfèrent travailler un peu plus plutôt que de ne plus travailler du tout. Et cette restauration de notre production permettra de distribuer les richesses créées au lieu d'égaliser la misère, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais tout cela ne marche que si l'État, en parallèle, fait des efforts d'organisation et de gestion. Salariés, indépendants, fonctionnaires, en réalité, on est tous sur la même barque, sur le même navire. Pour le remettre à flot, il faut s'y mettre ensemble. Je veux moderniser les fonctions publiques pour les rendre plus efficaces et pour améliorer leurs conditions de travail. Passer progressivement nos fonctions publiques à 39 heures pour qu'elles soient plus efficaces au service des Français, c'est raisonnable et c'est du bon sens. Et c'est au surplus redonner à nos fonctionnaires des perspectives de carrière. Je préfère un État fort, avec des agents moins nombreux, plus motivés et mieux rémunérés, qu'un État suradministré croulant sous les déficits. Nous avons près de 6 millions d'agents publics.
c'est plus que l'Allemagne qui compte beaucoup plus d'habitants que nous. Réduire notre nombre d'agents publics de 8% sur un quinquennat pour réduire nos déficits, c'est raisonnable, c'est du bon sens. Je vois les gens débattre à l'infini de ce chiffre et je suis surpris. Mon but, ce n'est pas de réduire les postes pour le plaisir. Mon but, c'est de rendre efficaces nos structures publiques, souvent vieillies, empilées les unes sur les autres. Oui, je suis l'ennemi de la bureaucratie, pas l'ennemi des fonctionnaires. Il y a peu de tâches aussi nobles que celles du professeur, de l'infirmière, du magistrat, du soldat, du policier. Je respecte tous ceux qui ont voulu, lorsqu'ils étaient jeunes, que l'intérêt public leur serve de boussole. C'est aussi à eux que je pense. Le discrédit de l'État bureaucratique rejaillit sur eux et c'est profondément injuste. Eh bien, nous allons leur rendre leur fierté. Toute cette stratégie productive me distingue de mes concurrents. À gauche, on rêve des 32 heures et d'un revenu universel. C'est l'assistanat universel. Ces gens-là ont enterré nos traditions ouvrières. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise agricole ou dans une start-up. Sont-ils déjà allés voir ce qu'il en était dans la Silicon Valley? J'en doute. Face au camp de l'anesthésie, je suis le candidat du travail et du pouvoir d'achat, parce qu'un pays qui travaille plus gagne plus. La fin des 35 heures dans le privé, le passage progressif aux 39 heures dans le public, l'augmentation du salaire direct grâce à la baisse des charges, le relèvement du quotient familial pour les familles. Tout ceci va améliorer le pouvoir d'achat des Français et notamment celui de nos concitoyens les plus modestes. Mais en réalité, mes amis, le vrai sujet, c'est que la gauche ne croit plus à la croissance. Et sans croissance, il n'y a plus qu'à partager les miettes. Cette capitulation n'est pas seulement démoralisante pour tous ceux qui travaillent dur pour améliorer leur vie, elle est aussi destructrice de notre pacte social. J'ai quelques scrupules à rappeler au Parti socialiste et à son prochain candidat que c'est la croissance par le travail qui finance notre protection sociale. Moi, je veux le meilleur pour la solidarité. Et pour ce faire, je veux nous en donner les moyens en agissant, pas en rêvant. Mon ambition sociale, c'est une retraite digne assurée à tous nos anciens. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que d'aller progressivement vers la retraite à 65 ans. Nous vivrons tous plus longtemps, en moyenne au-delà de 80 ans. Il est donc raisonnable de cotiser un peu plus longtemps pour assurer nos vieux jours. Mais il n'est pas possible qu'en France, nos anciens les plus modestes en soient à renoncer à leur repas pour payer leurs factures. Mon gouvernement avait fait beaucoup pour les petites retraites, celui de François Hollande n'a rien fait. Eh bien moi je poursuivrai l'effort avec une revalorisation de plus de 300 € par an pour les pensions de moins de 1 000 € et d'au moins 600 € pour les pensions de réversion. On m'a fait le procès de vouloir mettre à mal notre assurance maladie et notre système de soins. C'est faux. Je veux une santé de qualité accessible à tous. Mais ce que je dénonce, c'est la langue de bois de ceux qui se fichent des déserts médicaux, qui se fichent des pathologies non remboursées, qui se fichent des urgences débordées, qui se fichent de savoir que les personnels médicaux sont à bout, qui se fichent de savoir que la médecine libérale en a marre d'être maltraitée et qui se fichent des déficits. Les fossoyeurs de la sécurité sociale sont justement ceux qui s'opposent à toute réforme, tout comme d'ailleurs les fossoyeurs de l'emploi sont ceux qui ne veulent pas toucher à la durée du travail ou à son coût. Moi, je veux une santé pour tous,
Je veux une santé capable de répondre au vieillissement de la population et au prix croissant des nouveaux médicaments. Et pour cela, j'agirai en concertation avec les professionnels de la santé. Mais je vous le dis, moi, je ne veux pas moins de sécurité sociale pour les Français. Je veux plus de sécurité sociale pour les Français. Et puis, cet effort productif auquel je convie la nation doit permettre aussi de répondre aux causes les plus humaines, les plus justes, celles de l'autisme, celles du handicap. 8 millions de Français sont frappés par le handicap. Ce fut une des batailles du président Chirac. Et oui, en cet instant, je pense au président Chirac, à ce qu'il a fait pour notre pays, pour notre famille politique. Et je tourne vos applaudissements vers lui, parce qu'il les entendra. Eh bien, ce combat pour le handicap, ce sera mon combat. Je pense à ces familles qui doivent être soutenues à domicile, à ces enfants qui doivent pouvoir être pleinement scolarisés comme les autres et respectés. Et j'aime la phrase de Saint-Exupéry. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Nous venons de célébrer l'anniversaire de la mort de l'abbé Pierre. Et on ne peut pas ne pas se poser la question, est-ce que nous sommes au rendez-vous de son appel de l'hiver 1954 ? La pauvreté continue de s'étendre, le chômage fait ses ravages. J'ai rencontré beaucoup d'associations. Leur message a presque toujours été le même. Nous avons besoin de clarté parce que le système est trop bureaucratisé. Nous avons besoin de continuité parce que les aides de l'État sont en accordéon. Et nous avons besoin de liberté pour coller aux réalités du terrain. Eh bien, moi, j'engagerai un plan sans précédent d'action pluriannuelle de lutte contre la pauvreté et l'exclusion pour répondre à ce message. Il y a une loi de programmation pour la défense. Eh bien, il y aura une loi de programmation pour la guerre contre la pauvreté. Mes amis, nous avons le devoir de renforcer l'unité française. La France unie, attachée à une certaine idée de la famille, a été dédaignée. Je la protégerai. Je lui redonnerai ses droits. Parce que la famille est un des piliers fondamentaux de notre société. Elle est le premier cercle de la tendresse. Elle n'est pas le laboratoire d'un État qui prétend prendre la place du papa ou de la maman. Je relèverai le quotient familial, je favoriserai les donations aux enfants et je protégerai les droits de l'enfant. La France unie se joue à l'école de la République. Cette école de la République, elle doit transmettre les savoirs fondamentaux autour desquels nous devons concentrer les efforts plutôt que de multiplier les activités périphériques. Oui, nous abrogerons la réforme des rythmes scolaires et nous laisserons les collectivités locales choisir librement leur organisation. L'école qui doit préparer à un métier avec une valorisation massive de l'alternance. L'école de la République, symbolisée par le port d'un uniforme scolaire donnant à tous les élèves, quelles que soient leurs origines, le goût d'être ensemble et d'être égaux. Notre école est mal en point.
Et je suis en colère quand je vois son niveau baisser d'année en année dans tous les classements internationaux. Je suis en colère quand j'entends la gauche et les pédagogues prétentieux qui persévèrent dans l'erreur et dans l'autosatisfaction. Pour l'apprentissage des mathématiques, nous étions les premiers, il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est la Corée, c'est Taïwan, c'est Hong Kong, c'est Singapour qui font la course en tête. Nous sommes en queue du peloton européen. Mais où seront demain nos ingénieurs? Et quel sera leur niveau? Et quel sera le rang de la France? La gauche a fait passer l'idéologie avant le savoir. Elle a fait passer l'endoctrinement avant l'intelligence. Elle s'est attaquée à tout ce qui était synonyme d'excellence. Alors oui, je comprends les enseignants qui ne se reconnaissent plus dans ce système opaque qui les traite comme les rouages d'une idéologie fumeuse. François Hollande nous avait fait miroiter le rêve français. En réalité, il nous a laissé le chaos français. Le chaos français, c'est en plein état d'urgence des forces de l'ordre mobilisées pour encadrer le camping sauvage de Nuit debout. Le chaos français, c'est la construction d'un aéroport à Nantes bloqué depuis des années par des hors-la-loi. Le chaos français, ce sont des voitures de police incendiées au cocktail Molotov. Ce sont des pompiers interdits d'accès dans les quartiers. Ce sont des enseignants qui ont la boule au ventre en entrant dans leur classe. C'est un pays où tant de peines de prison ne sont plus effectuées. C'est un pays où l'on invite les élèves à négocier leurs fautes d'orthographe. C'est un pays où tout se relâche, où les sanctions ne veulent plus rien dire et où il n'y a plus d'autorité. Eh bien moi, je veux remettre de l'ordre dans le chaos français. La France unie exige l'autorité de l'État. Elle exige l'autorité de la loi. Elle exige la nécessité de l'ordre. Il faut mettre les mots sur les actes. Et je rappelle ce que j'ai déjà dit parce qu'il faut bien que ceux qui se jouent des lois l'entendent 5 sur 5. Un délinquant, ça n'est pas un mineur qui se cherche, c'est un délinquant. Un criminel, ça n'est pas une victime de la société, c'est un criminel. La sécurité doit être partout et pour tous, avec des forces de l'ordre modernisées et avec une justice ferme et rapide. Oui, je veux rétablir les peines planchées pour les récidivistes. Un délit, une sanction, voilà la règle qui doit être parfaitement claire pour les délinquants. Mes amis, la France unie, ça n'est pas non plus une addition de communautés et de clans. Nous avons une identité, nous avons des coutumes, nous avons une culture, nous avons un drapeau. Le repli communautarisme est un danger. Et je veux dire combien je me félicite que Pascal Bruckner ait gagné son procès contre ceux qui voulaient limiter notre liberté d'expression. Oui, je serai le défenseur intransigeant de la liberté d'expression des Français, même quand il s'agit d'exprimer leur attachement à leur culture, à leurs origines, à leur nation, à la France. L'immigration sans intégration, sans assimilation doit être stoppée. Dans la République française, les étrangers ont des devoirs avant de réclamer des droits. C'est une question d'unité nationale. Mais c'est aussi une question de respect, parce que quand on entre dans la maison d'autrui, on n'y impose pas ses lois. Je veux réduire l'immigration à un strict minimum en l'organisant par quota en fonction de nos besoins économiques et de notre capacité d'intégration. Et à tous ceux que nous avons choisi d'accueillir, je veux que nous disions avec précision et avec clarté ce que nous attendons d'eux, qu'ils exercent un travail, qu'ils s'approprient notre langue et qu'ils respectent nos règles communes. Au
Aux vrais réfugiés politiques, l'honneur commande que la France tende la main. Mais avec les clandestins, elle doit être intransigeante parce que le droit d'asile, justement, est sacré. Je veux que nous mettions les États d'origine en face de leurs responsabilités pour qu'ils prennent leur part de la maîtrise des flux migratoires et qu'ils s'impliquent dans le retour de leurs ressortissants. Et pour cela, je conditionnerai l'aide au développement à leur coopération. L'islam radical mine nos concitoyens musulmans. Il les infiltre, il les prend en otage. Les fanatiques détestent ce que nous sommes. Je les combattrai sans relâche et sans pitié. Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la République ne sera pas pleinement achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme ou des frères musulmans. Je veux la clarification de nos relations avec les États qui abritent les doctrinaires de l'islam radical et les marchands de burkini. Moi, je nomme les choses. Je nomme le problème que nous avons avec l'islam radical. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme ne dénoncent pas les valeurs de la République. Après bien des affrontements, toutes ces religions vivent en paix avec la République, avec la laïcité qui est notre protection commune. Alors j'entends dire qu'il faudrait durcir les règles de notre laïcité. Mais pourquoi donc? Pourquoi faudrait-il imposer à tous de nouvelles restrictions à la liberté religieuse alors que seule la poussée intégriste qui enflamme le monde musulman est une menace pour notre société? Ce n'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses est très claire. La religion musulmane doit accepter sans condition ce que toutes les autres religions ont accepté par le passé. Je prendrai mes responsabilités, mais il faut aussi que nos concitoyens musulmans se soulèvent contre ceux qui instrumentalisent leur foi. C'est une bataille idéologique et c'est une bataille spirituelle que nous devons mener ensemble. Je dis spirituelle parce que ce n'est pas en évacuant toute transcendance qu'on peut combattre la croyance ravageuse des fanatiques. Et ce n'est pas en laissant tomber lâchement les chrétiens d'Orient qu'on créera les conditions de la paix en Orient. Dans les camps de réfugiés que j'ai visités en Irak, la prière des chrétiens et celle des musulmans se confondaient. Il n'y a aucune honte à se dire chrétien, il n'y a aucune honte à se dire musulman, il n'y a aucune honte à se dire athée ou agnostique. Ce qui importe, c'est le respect de la loi et le respect de la France. Mes amis, autour de nous, vous le voyez bien, le monde est traversé de menaces. J'appelle de mes vœux une France souveraine, appuyée sur des forces militaires dont les moyens devront être augmentés. Ma vision des relations internationales est commandée par les intérêts de notre pays et par eux seuls. Quel que soit celui qui dirige à Moscou, quel que soit celui qui dirige à Washington, l'amitié n'a rien à faire quand on défend la place de la France dans le monde et la sécurité des Français. Dans ce monde, les dirigeants passent, les régimes évoluent, mais les nations demeurent. Et la France doit y tenir son rang
et elle n'y tiendra son rang que par une politique d'indépendance nationale. La France doit être libre. Et si je n'avais qu'un seul slogan, ce serait « Une France libre ». Une France libre. Une France libre de combattre le totalitarisme islamique avec tous les États volontaires sans aucune exclusive. Une France libre de dire non aux États-Unis quand ils veulent imposer leurs lois au mépris du droit international à nos entreprises. Une France libre de parler avec franchise avec la Russie. Oui, le président russe a commis des fautes, et ces fautes ne sont pas excusables. Mais il ne finance pas les djihadistes qui tuent nos enfants, et il ne nourrit pas le projet d'imposer la charia au reste du monde dans un califat de cauchemar. Évidemment, pour cela, il faut un vrai président de la République. Parce que la souveraineté française ne peut pas être incarnée par un homme qui navigue à vue dans son propre pays. Avec François Hollande, la France a payé le prix fort pour apprendre qu'on n'existe pas si on ne sait pas ce qu'on veut et si on ne sait pas où on va. L'Europe, c'est là où nous sommes, c'est là où nous allons. L'Europe doit être pour la France un amplificateur de souveraineté. Je ne parle pas de l'Europe technocratique avec ses normes byzantines. Je parle de l'Europe des nations unies pour défendre la civilisation européenne. Je me bats pour une Europe politique concentrée sur ses priorités stratégiques. Une Europe appuyée sur l'euro, qui doit devenir un atout entre les mains d'un gouvernement économique européen. Je milite pour une Europe qui tient ses frontières, pas une Europe passoire. Je milite pour une Europe de l'innovation et du numérique qui ferait des Européens la première puissance technologique au monde. Je veux une Europe qui défend ses industries, ses emplois face à la Chine et face aux États-Unis. Oui, je défendrai la préférence européenne pour nos industries, pour nos services et pour nos emplois. Dans les échanges commerciaux, je suis pour la réciprocité, pas pour la naïveté, y compris entre nous, Européens. Et je veux dire à ce sujet que la directive sur les travailleurs détachés a installé un véritable dumping social dans nos nations. Pour moi, dans un pays, pour un travail égal, le salaire doit être égal et les cotisations sociales aussi. Si je suis élu, je renégocierai de fond en comble la directive sur les travailleurs détachés pour en faire respecter le principe. Et je dis, comme je l'ai dit à Mme Merkel la semaine dernière, si la négociation n'aboutit pas, je suspendrai son application sur le territoire national. Je veux aussi que nous donnions sa force à l'Europe de la culture. J'ai lancé l'idée d'un grand musée à Strasbourg, exposant les chefs-d'œuvre européens, parce que la culture irrigue la vie et que l'Europe a justement besoin de la vie. Je veux une Europe de la défense, dans laquelle chaque État, y compris l'Allemagne, prendra sa part du fardeau de l'effort militaire. En réalité, je veux l'Europe, mais avec la France debout, comme disait Philippe Séguin. Eh bien, mon cher Philippe, aujourd'hui, l'une et l'autre sont à terre et j'enrage de voir la civilisation européenne douter de son sort au milieu des orages. La France doit être redressée, l'Europe, il faut la reconstruire et y parler d'une voix claire, parce que notre avenir, c'est la civilisation européenne. C'est la civilisation qui est allée le plus loin dans le respect de la personne humaine, des libertés individuelles, des droits de la personne. Voilà
Voilà, mes amis, notre ambition française. La bataille électorale sera difficile. La violence des attaques qu'on nous lance est à la mesure des enjeux. Notre adversaire n'a pas un visage, il en a 4. Il y a plus de 50 ans, André Malraux disait « il y a 4 gauches, dont l'extrême droite ». Il avait raison. Il avait raison et nous y sommes. La gauche numéro 1, la gauche pure et dure, rouge de chez rouge, on la connaît. C'est Mélenchon, le Fidel Castro de YouTube. La gauche numéro 2, on la connaît aussi. C'est la gauche socialiste. C'est tout l'équipage des naufragés du Titanic hollandais qui viennent de s'entre-dévorer sur le radeau de la Méduse des primaires. Vous les avez entendus peut-être. Ils nous expliquent qu'il faut aller toujours plus loin à gauche. Plus la réalité les met en déroute, plus ils ont foi dans leur dogme. Ils promettent des milliards de dépenses, ils promettent de travailler moins et de rêver plus. Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien appris. La gauche numéro 3, on la connaît moins. C'est Macron. Il dit avoir un projet. Je l'attends. Il dit être réformateur. A priori, il l'est moins que moi. Il fait croire qu'il est seul et qu'il vient de nulle part. En réalité, il a fait le programme de M. Hollande, mais aussi une grande partie de sa politique. Il est parti pour une échappée en solitaire, mais ses équipiers ne sont pas loin. Qui sont-ils? Eh bien, c'est toute l'équipe gouvernementale de M. Hollande. Bonjour la nouveauté. Macron, c'est le sortant. Macron, c'est le bilan de Hollande. Et Macron, c'est surtout le prototype des élites qui ne connaissent pas grand-chose à la réalité profonde de notre pays. Et puis, il y a la gauche numéro 4. C'est le Front National. Sortie de l'euro, abaissement de l'âge de la retraite, augmentation du salaire minimum, recrutement illimité de fonctionnaires. Le programme du FN, c'est de la dépense publique à n'en plus finir. C'est le programme du Parti communiste des années 70 ou celui du Front de gauche. Pendant des années, le FN nous a dit qu'il fallait préférer l'original à la copie. Eh bien, aujourd'hui, l'original, c'est Jean-Luc Mélenchon et la copie, c'est Marine Le Pen. C'est la vieille politique de l'endettement irresponsable, des chèques en bois. C'est une politique de la ruine pour la France et pour les Français, pour les petits épargnants qui verront leurs économies partir en poussière, pour les petits patrons qui verront leurs charges sociales monter en flèche, pour toute notre économie qui sera attaquée de toutes parts par les nations du monde entier qui n'attendent que notre abaissement pour prendre notre place. Être une grande nation, Madame Le Pen, ce n'est pas être isolé du monde, c'est avoir une position éminente dans la hiérarchie des puissances planétaires, c'est être capable de soutenir la comparaison. Le Front National refuse toute comparaison et toute compétition. Mais l'histoire du monde est un combat. Et faire cavalier seul, c'est la garantie de descendre en 2e division. Je ne veux pas d'une France en 2e division. Je veux une France qui fasse la course en tête. Alors, la vérité, vous la connaissez. Le parti du mouvement, c'est nous. Les conservateurs, c'est eux. Ne nous laissons pas arrêter par la grande conjuration des impuissants. La France n'est pas à leur image. Elle n'a pas besoin de béquilles. Elle n'a pas besoin de ceinture et de bretelles. Elle a l'énergie qu'il faut pour réussir seule. Nous avons besoin à la fois d'ordre et de mouvement. L'ordre, c'est l'attachement à nos valeurs, à nos principes, à ce qui nous constitue comme une nation comparable à nulle autre. Le mouvement, c'est l'opportunité de créer,
de jouir des fruits de son travail, d'innover, d'inventer des façons d'agir et de s'organiser. Oui, je veux une société de nouvelles libertés, où chacun dans son entreprise, son administration, son association, se sentira davantage maître de sa vie et plus utile pour les autres. Vous voyez combien nous sommes loin de la purge ou des programmes technocratiques. Nous devons toujours garder à l'esprit le but ultime de nos réformes. C'est une France sauvée de l'éclatement, sauvée de la crise morale et sauvée du désastre économique. C'est une France qui respire l'initiative, qui retrouve sa voix et son image. C'est une France qui, s'étant réconciliée avec elle-même, réconciliera tous les Français. Alors bien sûr, je m'attendais à voir monter en ligne les spécialistes de l'enfumage. Mais les Français connaissent la réalité. Ils savent qu'au fil des années, des abandons, des compromis, cette réalité est devenue inacceptable. La France qui nous a été léguée, celle que nous avons le devoir de transmettre, ça n'est ni un musée de l'histoire, ni une agence de droit. C'est une tradition du mouvement, de la conquête. C'est la langue même de l'esprit et de la liberté. Nous sommes tous invités à parler cette langue. On disait autrefois « franc de nom, franc de nature ». Nous sommes le pays qui rend libre dans un monde où le plus souvent cette liberté n'a plus cours. C'est notre honneur. D'où qu'il vienne, chaque Français détient une partie de cet honneur-là. Alors mes amis, maintenant, je vais relever avec vous le défi du redressement national. Ce défi, je le gagnerai si toutes celles et tous ceux qui en ont assez de la torpeur et des mensonges se lèvent à mes côtés. Je donne rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui ont la tête sur les épaules. J'appelle tous ceux qui ont des valeurs solides. J'appelle tous ceux qui ont dans le cœur la fierté d'être français. Oui, sur le chemin de la victoire, il va y avoir des vents contraires. On va passer à travers les bourrasques. On va franchir tous les ponts. Vous êtes partants, je le suis aussi. Et j'irai avec vous chercher les cœurs vaillants. Nous irons ensemble à la rencontre de toutes les forces françaises. Vous serez en première ligne dans mon combat pour le redressement national. Cette histoire sera la vôtre. Vous allez vous engager à 100%. Votre énergie deviendra celle de votre ami. Celle de votre ami deviendra celle de votre compagnon. Et de compagnon en compagnon, de cœur en cœur, de volonté en volonté, nous irons droit devant, droit vers la victoire, droit vers la grandeur, droit vers les Français. Et nous les entraînerons, nous les emmènerons. Et nous serons alors tous ensemble, la France en action, la France debout, la France qui ne se laisse pas abattre, la France qui résiste, la France libre. Voilà le discours de François Fillon qui vient de s'achever à l'instant, un peu plus d'une heure de discours du candidat de la droite à l'Élysée. On va immédiatement retrouver Jérémy Brossard qui est sur place, qui a suivi ce discours. Jérémy, on a vu un François Fillon plutôt combatif, le cuir solide, ce sont ses mots, et qui n'a peur de rien.
Oui, c'était clairement le message de François Fillon cet après-midi, alors que son discours se termine tout juste et qu'il est ovationné par les 15 000 personnes présentes selon les organisateurs, selon l'équipe de campagne de François Fillon, même s'il semblerait que ce soit un petit peu moins. Alors que la Marseillaise est en train de retentir ici à la porte de la Villette, ce qu'on retient de son discours, eh bien, c'est d'abord la défense de son épouse, Pénélope Fillon, après cette semaine extrêmement compliquée pour le candidat de la droite et du centre. Pénélope, je l'aime, nous n'avons rien à cacher. À travers Pénélope, c'est moi que l'on cherche à casser, je n'ai peur de rien. Et vous disiez, j'ai le cuir solide. C'était un discours à la fois aussi personnel, il a évoqué des souvenirs personnels dans la Sarthe, à sa blessure. Voilà, Jérémy Brossard, on ne vous entend pas très bien à l'antenne. On va donc reprendre la main avec cette photo de famille, donc les Républicains sur scène et la Marseillaise. Voilà la Marseillaise qu'on entend dans cette salle de la Villette à Paris pour clore le discours de François Fillon. Jérémy Brossard, on va mieux vous entendre désormais. Cette Marseillaise est terminée. Donc on le disait à François Fillon aux côtés de Pénélope, très combatif. Oui, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. C'est vrai qu'il y a énormément d'ambiance ici à la porte de la Villette. Je vous disais donc ce qu'on retient, c'est d'abord la défense de son épouse après cette semaine compliquée. Pénélope, je l'aime. À travers elle, c'est moi que l'on cherche à casser. Je n'ai peur de rien. Voilà en substance les déclarations de François Fillon. Il a aussi eu une touche assez personnelle évoquant des souvenirs dans la Sarthe ou encore à Auschwitz, dans le camp d'Auschwitz avec Simone Veil. Il a expliqué qu'il n'était pas un produit marketing. Alors il a maintenu évidemment son programme expliquant qu'il fallait bien donner plus de liberté aux Français, une France libre, ça sonnait d'ailleurs comme un slogan cet après-midi ici à Paris, mais malgré tout il a teinté son discours aussi d'une coloration un petit peu plus sociale avec des annonces en direction des classes populaires, relever le quotient familial, augmenter également les petites retraites de moins de 1 000 € ou encore baisser les charges salariales pour permettre une hausse des salaires nets. Voilà donc pour François Fillon.